On démarre ce journal avec cet attentat au véhicule bélier à Jérusalem. Cela s'est passé dans le quartier de Talpiot, dans le sud-est de la ville. Il y a environ 2 heures, un camion a foncé sur un groupe de soldats. Au moins 4 d'entre eux ont été tués. Les secours parlent de 15 blessés. Il va falloir sécuriser les camions, d'accord, parce que avant le 11 septembre, personne n'imaginait que l'avion allait devenir une arme. Aujourd'hui, le camion est devenu une arme. Demain, ça sera la voiture. Et puis un jour, je ne sais pas ce que ça sera. En tout cas, tout peut devenir une arme par destination. ألا تملكون بلدوزرات؟ ألا تملكون شاحنات؟ كل واحد يملك سكينا وهراوة وسلاح وسيارة لا يدهس بها يهودي أو مستوطن ولا يقتل بها عشرات الصهاينة لا ينتمي إلى فلسطين. Eh bien, il a bifurqué, il a projeté son véhicule, son camion sur ces soldats. Il a même pendant un instant, il est même revenu en arrière. Il a écrasé des soldats qui étaient déjà sous ses roues. Et le bilan donc de cet attentat est extrêmement lourd. C'est une doctrine qui récompense les gens qui assassinent, comme ce gars-là, hein, qui a assassiné des innocents. Apparemment aussi, il y a une réaction du Hamas qui a félicité le terroriste pour cet attentat, qui s'est félicité. Il semble aussi que des forces de police encadrent, encerclent actuellement le domicile du terroriste, apparemment donc un membre du Hamas qui aurait été déjà sous les verrous en Israël et qui aurait fait partie d'un échange de prisonniers. Il s'agit donc d'un récidiviste apparemment. بهذا الصدد أنا أوجه كل التحية للمقاومة الباسلة على أرض فلسطين، ونقول أنتم الذين تعيدون رسم خارطة الوطن بدمائكم بأشلائكم، أنتم الذين تعيدون كتابة التاريخ، تاريخ الأمة، العزة والكرامة والنصر. Myri Mamman, on revient avec vous sur ce procédé d'attaque au camion bélier. Alors on en a entendu parler ces dernières semaines et ces derniers mois à Nice, à Berlin. Peut-on parler d'imitation aujourd'hui à Jérusalem? C'est en tout cas ce que semble penser le chef de la police, qui a déclaré, de la police israélienne, qui a déclaré que les terroristes palestiniens étaient eux aussi exposés aux médias et également au succès, excusez-moi du terme, au succès évidemment de ce genre d'attentats, comme notamment à Nice avec 86 morts et à Berlin 12 morts, et donc qui aurait poussé les terroristes palestiniens à passer l'étape suivante et à prendre eux aussi un camion pour agir. Alors il ne faut pas oublier que ce n'est pas une première, hein. Les véhicules béliers, eux, ont déjà existé, ont déjà frappé des cibles comme des arrêts de bus notamment, mais également des engins de chantier qui ont déjà été utilisés, des tractopelles ou encore des tracteurs qui ont été utilisés comme véhicules béliers. C'est donc pas nouveau. Alors la différence avec les attentats de Nice ou de Berlin, c'est que là, le terroriste a frappé une scène de la vie quotidienne, hein, des gens qui descendent d'un bus, en l'occurrence là un groupe de soldats qui descend d'un bus, très difficile à sécuriser, hein, les arrêts de bus notamment parce qu'il y en a beaucoup et que donc c'est compliqué, plus compliqué que de protéger notamment la promenade des Anglais si on avait pu le faire à ce moment-là, ou bien le marché de Noël de Berlin. Là encore, le chef de la police israélienne rappelle qu'il y a des centaines d'attentats déjoués par an en Israël par les services de sécurité israéliens et que malheureusement le risque zéro n'existe pas et que c'est l'illustration de cela. أن تعلنوا مرحلة جديدة من المواجهة، لا حسابات سياسية، لا حسابات اجتماعية تجدي، لا حسابات إعلامية تجدي، الحسابات حسابات الدم والشهادة. لا مجال أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يخوض هذه المعركة في غزة والضفة والقدس وفي كل مدن فلسطين المحتلة. L'Occident ne veut pas le voir, d'accord? L'Occident ne veut pas le voir. Il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que si par exemple tu as des champignons et tu ne sais pas lesquels sont toxiques, lesquels ne sont pas toxiques, ce que tu fais, tu prends tous les membres de ta famille, tu leur donnes chacun un champignon, ils mangent, ceux qui meurent, c'est qu'ils ont mangé un champignon toxique. Voilà.
Sinon, il y a une autre méthode, si tu regardes dans les livres. Tu regardes dans les livres qui contiennent l'expérience de toutes les générations qui nous ont précédés, qui ont fait des études, qui sont intoxiqués, qui sont retrouvés à l'hôpital et tout ça par des champignons, et qui peuvent dire lesquels sont toxiques, lesquels ne le sont pas. Voilà, donc tu as ces deux choix. Moi, je suis plus pour le choix qui consiste à ne pas revenir à un âge mental de 5 ans, mais surtout essayer de regarder ce que le legs de l'histoire. Cette jeune nation est à nouveau face à un danger énorme. Et comme je le disais, malheureusement, la France a fait le choix, le très très mauvais choix, d'être parmi les nations qui le plus agissent afin de remettre en cause tout ce qui se passe depuis quelques décennies ici sur cette terre. Tu peux comparer par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, par exemple. Tu vois, ça te montrera comment le système politique, comment le système médiatique aujourd'hui en Occident est devenu pro-terroriste. Pendant 5 ans, on a eu les pires horreurs filmées, documentées fièrement par les terroristes et mises en ligne. Ils ont créé des boucheries avec des humains à la place des animaux. Ils ont brûlé des gens vivants, dissous des gens à l'acide. Je ne te parle pas des milliers de tweets avec des têtes humaines, etc. Ça, les terroristes. Des gens priaient tous les jours pour que quelqu'un dans ce monde, un homme puissant, une nation puissante, arrête ce bain de sang. Malheureusement, le monde moderne s'acharne à vouloir affaiblir, déstabiliser et mettre en danger la seule démocratie, la seule société où l'homme est véritablement et profondément libre. Ici au Proche-Orient, dans un monde qui est un véritable enfer, dans un monde d'oppression, dans un monde d'horreur, dans un monde de torture, dans un monde de meurtre et de destruction. Voilà qu'au lieu de s'acharner à essayer de réparer ce qui est encore possible au Proche-Orient, partout où l'horreur règne, voilà que le monde et la France s'en prennent au fer de lance de la démocratie, au fer de lance de la liberté, au fer de lance des droits de l'homme. Et le jour où quelqu'un, Poutine, qui avait été choqué, il l'avait dit par une des premières vidéos des terroristes en Syrie, quand des terroristes étrangers ont débarqué et ils ont découpé un soldat syrien, ils l'ont mangé, ils ont fait du cannibalisme, ils ont mangé ses organes devant la caméra. D'accord ? Cette histoire de manger des organes n'est pas unique dans l'histoire. Elle revient à Hind bint Harb qui avait mangé le foie du... L'histoire du cannibalisme n'est pas par hasard. Il n'y a rien dans ce que fait l'islam sunnite qui est par hasard. Il rejoue 1400 ans d'histoire. Vous pouvez prévoir les prochains coups, vous pouvez analyser les coups existants, les coups passés. Je veux dire, tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau, strictement rien. S'ils étaient capables de nouveautés, ils auraient pu développer, je ne sais pas, des sciences, des technologies, des arts, des métiers, ne pas être là où ils sont. Ils ne font que répéter ce qui est écrit. D'accord. Je vous disais que lorsque la Russie a sauvé Alep, d'accord, on a vu une séance de pleurniche absolument extraordinaire au sujet de Daesh. Tout le monde pleurnichait, les médias pleuraient, jusqu'en Algérie, les médias pleuraient. Jusqu'en Algérie. Tous les médias pleurnichaient, les hommes politiques, les femmes politiques, tout le monde était pris de tristesse. Je pense que les gens ont été frappés par un syndrome de Stockholm par rapport au terrorisme. Toujours est-il que ce que je cherche à vous dire, c'était l'idée que je cherchais à développer, je vais arrêter là, c'est que votre establishment est vraiment pro-terroriste. D'accord ? Il est pro-terroriste et ne pensez pas qu'un massacre ou 2 ou 3 ou 25 vont l'arrêter. Que tous ensemble nous puissions manifester notre étonnement, notre déception face à ce monde qui, au lieu de s'occuper, de se préoccuper des véritables problèmes qui mettent en danger l'Occident, qui mettent en danger toutes les sociétés qui se veulent des sociétés libres, des sociétés où l'homme peut véritablement y vivre sans être oppressé par
différentes dictatures sous toutes les formes que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Le gouvernement israélien peut bien sûr être critiqué, notamment sur sa politique de colonisation de la Cisjordanie. On a parlé des colonies, et quand on va en Israël, on voit ces colonies sur les collines qui se construisent. Pour certaines d'entre elles, Julien Bayou, la colonisation est importante, Monsieur Klarsfeld. C'est même l'essence du sujet. Embraser Gaza ne résoudra rien. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'on croit que, c'est-à-dire la question est, est-ce que le conflit est né de la colonisation? Alors, dans ce conscient, il faut faire un retour historique. En 48, les Palestiniens auraient pu avoir un État beaucoup plus grand que ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ils ont dit, tous les États arabes ont dit non. En 67, ils auraient pu avoir leur pays. Ils ont encore une fois dit non. Le territoire que nous avons reçu au moment de la déclaration de l'État d'Israël est un territoire qui nous a été donné par les nations. Et c'est le jour, donc on l'a pris à personne, ce sont toutes les nations qui ont donné ce petit territoire qui était grand comme notre chaussette. Et le jour même où on a reçu ce territoire-là, toutes les nations arabes sont tombées sur nous pour nous prendre même cette demi-chaussette. Et nous avons vaincu nos ennemis, nos oppresseurs. C'est pas tout à fait la même chose qu'un peuple d'Européens qui vient, qui s'installe dans un territoire qui n'est pas à lui et qui massacre à bout de bras les indigènes qui s'y trouvent, d'accord? Et puis qu'après nous fait de la morale. Nous, on n'a fait de mal à personne, on s'est installé dans une chaussette qui sentait d'ailleurs très mauvais. On a dit, on est content de cette chaussette, on sort d'Auschwitz, même une chaussette nous suffit. Et les Arabes n'ont pas voulu nous laisser cette chaussette, ils ont voulu nous la reprendre, et on a gagné contre des armées qui nous attaquent, et c'est tout à fait normal qu'en tant que vainqueurs, les conditions soient tout à fait les mêmes que ce qu'ils ont voulu nous imposer, c'est-à-dire l'extermination. C'est pas tout à fait pareil, ce détail de l'histoire est fondamental dans toutes les règles qui gèrent l'histoire des peuples. Chez tous les peuples, cette règle est évidente, chez nous, non. Ben non, vous sortez d'Auschwitz, vous êtes déjà content que vous respirez. C'est-à-dire la racine du conflit, c'est pas les colonies. Non, mais c'est important parce que c'est un sujet. C'est pas les colonies, c'est le refus d'une partie du monde arabe de reconnaître un État juif au Moyen-Orient. C'est donc un conflit religieux. La charte du Hamas demande l'éradication de tous les juifs, pas simplement l'État juif. Ils ne veulent pas une solution à deux États, ils veulent une solution sans État d'Israël. Mais ils ne veulent pas de juifs. Vous trouvez un juif, vous le tuez, où qu'il soit. Donc c'est pas étonnant que les amis du Hamas en France et ailleurs en Europe partagent cette idéologie antisémite. Et il faut la combattre ici, en France et ailleurs. Et sans parler du fait qu'on le sait que 80% des Palestiniens sont arrivés après 48, envoyés, chassés de chez eux par les Arabes pour aller peupler la Palestine pour que ça soit une arête dans la gorge des Israéliens, et que si on était resté seulement à ceux qui habitaient, au moment où on est arrivé, on n'aurait jamais eu de problème. Parce que l'entente aurait été possible. Mais les Irakiens, les Syriens, les Jordaniens, les Égyptiens, les Libanais ont envoyé des milliers chassés de chez eux, les ont envoyés sur ce territoire-là pour nous rendre la vie impossible. Obama refuse de mettre son veto lors de la décision de l'ONU de condamner les constructions dans ce qu'ils appellent les colonies, ce qui est tout à fait absurde, dans les non-colonies. J'ai eu beaucoup de Français juifs qui venaient ici, on m'a dit, vous êtes dans les colonies, de quoi vous parlez de colonies? Ce pays nous appartient parce qu'on y habitait il y a 2000 ans. Des pays occupants sont venus, pas les Palestiniens. Il y a eu d'abord les Romains, puis les Byzantins, puis les Arabes, les Mameluks, après les Ottomans et après les Anglais. Et dans le droit, il y a un avocat qui écrit tout un grand... Je n'ai pas lu en entier, mais excellent,
Garfinkel, je crois, qui a écrit un article qui montre que d'après la loi, de façon légale, l'État d'Israël nous appartient. Il y a un droit qui s'appelle le droit de conquête. Lorsque les Anglais ont conquis la terre d'Israël des Ottomans, ils deviennent les seuls responsables de faire ce qu'ils veulent de cette terre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont essayé de créer ici un foyer juif. Et ça a été ratifié, c'était signé à la Convention de San Remo, après à Lausanne. Donc du point de vue légal, cette terre nous appartient. On peut monter, descendre, faire ce qu'on veut. L'ONU peut dire ce qu'il veut, ça nous appartient. On est gentil. On permet aussi aux Palestiniens d'habiter ici. Je pense réellement, bon c'est mon opinion, que ce n'est pas un conflit territorial, c'est un conflit sur le fait qu'un État juif existe entouré d'États arabes, que cet État juif est fort, que pendant longtemps ils ont été considérés comme des dhimmis, bien qu'on n'ait pas massacré les juifs dans les pays arabes comme on les a massacrés en Europe, mais ils étaient considérés comme des dhimmis, et maintenant les dhimmis ont un État très puissant, militairement, économiquement, technologiquement, et que ça dérange, disons, une religion qui a une vocation universaliste et qui ne s'est pas tellement transformé comme le christianisme s'est transformé et qui a aussi une vocation universaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, les religieux, les radicaux, les nationalistes, finalement, vous prennent un peu en otage? Alors, il est vrai, il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a des fanatiques, c'est une frange minoritaire, fort heureusement, mais elle existe au sein de la population qui habite dans ce que vous appelez les colonies. Terme qui nous choque d'ailleurs, il faut le dire. C'est pas le mot que vous utilisez? Nous utilisons à défaut le terme d'implantation. Le terme lui-même de colon est, je dirais, insultant, puisque dire qu'un juif qui habite dans sa patrie historique est un colon est une aberration historique. Mais il ne s'agit pas de colonies. Non, non, si vous me le permettez, pour la grande majorité des Israéliens ou des Juifs en général, ces endroits en Cisjordanie, qui ont des références dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ont une signification, alors, elle peut être historique, elle peut être culturelle ou cultuelle, mais elles ont quand même une signification. Donc, faire un parallélisme entre cela et des colonisations dans d'autres endroits sur le globe terrestre et dans d'autres périodes, nous, ça nous choque. Allez. Les Anglais qui nous font de la morale aujourd'hui, qui eux ont traversé la mer pour aller sauver une île, les îles Malouines. Le monde a réagi, le monde a crié à la conquête, aux colons, au scandale, etc. Les Anglais, ils ont le droit de faire la guerre et de tuer des innocents pour une île qui est perdue, que personne n'avait jamais entendu parler avant. Mais la Judée à la Samarie, les terres éternelles d'Israël, non. Donc, bon, ça va, vous avez déjeuné ce matin, vous tenez bon, on continue. Au début, l'ONU a fait un partage, et les Juifs ont accepté, les Arabes n'ont pas accepté. Les Arabes nous ont attaqués. On est parti en guerre pour se défendre. On a conquis des terres, ces terres nous appartiennent d'après ce même droit de conquête. On a été gentils, on a rendu le territoire. On a rendu le Sinaï, on a rendu Gaza. Tout ce qu'on a rendu, on s'est fait avoir. Tout ce qu'on a rendu, on s'est fait avoir. À qui on a rendu? À des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître notre légitimité à exister. Dites aux Palestiniens, vous reconnaissez une légitimité à l'État d'Israël d'exister? Ils disent non. Que la société palestinienne est incapable d'avoir une synthèse nationale et d'imposer un compromis. C'est-à-dire que n'importe quelle force politique crédible n'a pas le choix que de s'aligner sur le plus radicaux. Autrement, tout part en éclat. Donc il y a deux empêchements. Il y a le problème de colonisation côté israélien, que j'ai montré que les Israéliens sont bien capables de surmonter. Ils sont quand même avant, pendant les négociations avec l'Égypte, Israël a continué, ils ont construit des maisons qui étaient démontées 12 ans plus tard. Donc Israël est bien capable, elle a montré avant qu'elle est capable. Le problème, c'est que les Palestiniens ne montrent pas de leur côté qu'il y a un gouvernement, un courant politique qui est capable de quelque chose qui n'est pas le dominateur commun le plus large, et donc le plus radical. On sait bien que le jour où on rend ces territoires aux Palestiniens, c'est fini. Ils vont s'armer comme à Gaza. On a rendu Gaza pour la paix. On nous a promis par monts et merveilles, il y aura la paix. Tu parles la paix. Tu parles la paix. On s'est censé canarder avec des missiles. Elle est où la paix? On va rendre maintenant ces territoires-là. Qui va faire la paix? Quoi va faire la paix?
Jamais de la vie. Il faut être quelqu'un qui comprend un minimum comment ça fonctionne. Il sait bien qu'il n'y aura pas la paix. Donc c'est un territoire, un, qui nous appartienne, deux, qu'on a conquis. Si on admet qu'ils n'appartiennent pas par les Britanniques, alors on a conquis, ils nous appartiennent. Et même si on va dire qu'ils appartiennent, même qu'on a conquis, ils ne nous appartiennent pas, on ne peut pas les rendre parce que ce sont des zones tampons de survivance qu'on veut bien rendre à la condition qu'il y ait la paix qui est fausse. Mais même cette paix fausse, ils ne sont pas prêts à le dire. Ils disent non, tu n'as pas droit, tu n'as pas légitimité à la vie. Alors ça va. On est le seul peuple aujourd'hui qui a un contrat écrit depuis des millénaires que le monde entier appelle un contrat saint, puisque tout le monde appelle la Bible les Saintes Écritures. Le monde entier reconnaît que ce contrat est saint. Dans ce contrat, il y a marqué plusieurs centaines de fois que cette terre a été promise et donnée aux enfants d'Israël sortis d'Égypte. Je ne pense pas que les Palestiniens sont sortis d'Égypte. À part les frères musulmans, c'est les seuls qui sont sortis d'Égypte. Très bien. Mais le monde entier appelle ce contrat un contrat saint et ils nous disent à nous que cette terre n'est pas à nous. En plus, dans ce contrat, il y a deux terres dont on parle constamment, des centaines de fois dans la Bible. La Judée et la Samarie. On ne parle jamais de Tel Aviv. On ne parle jamais de Haïfa. On ne parle pratiquement jamais de Beersheba, une fois ou deux, etc. Non, dans la Bible de Moshe, mais après dans les prophètes. Mais Judée, Samarie, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les deux territoires juifs par excellence. Non, ça appartient aux Palestiniens depuis des millénaires. Mais comment ils font? On n'est pas géré par la légalité ni par la vérité, on est géré par les intérêts de gens antisémites. On va appeler ça le sitra, le côté négatif, qui veut notre fin. Un temps c'était l'antisémitisme, maintenant c'est l'antisionisme, ça revient presque exactement au même. Donc ils se dépêchent. Voyons que Trump, il fait partie de l'autre camp qui est pour nous, il se dépêche maintenant. Donc la motion de l'ONU, la résolution de l'ONU, comme quoi les territoires sont illégaux, les constructions dans les territoires. Je vous dis, Jérusalem sera partagée et nous allons défendre notre liberté. C'est le droit de tous les peuples opprimés et occupés, mais nous le faisons sur la base du droit international et nous le faisons pour que cette ville soit ville de pluralisme et non pas celle d'un monopole meurtrier comme celui qu'impose Israël. Et je sais que le monde nous soutiendra. Et où est ce verset qui fait allusion donc à ce rassemblement des peuples à la fin des temps? Le fameux verset que nous avons lu hier. Veroznim nozdu yachad al Hashem ve'al Meshicho. Tous les dirigeants créeront des institutions, nozdu lachon Mossad, contre Dieu et contre son Messie. C'est-à-dire donc ça fait allusion à la phase on pourrait dire de la condamnation d'Israël. Israël est, comme on va le voir tout de suite, de manière inimaginable. N'oublions pas que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, donc c'est une prophétie absolument hors du commun, où Israël est mis au banc des nations, où Israël devient l'accusé dans tout forum, dans toute réunion internationale. Qui est condamné? Israël. Il est condamné à l'ONU, il est condamné à l'UNESCO, il est condamné à Amnesty International, il est condamné partout, 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 partout. C'est toujours la même tentative de délégitimation du peuple juif, ou plutôt, pas du peuple juif, mais surtout de la nation d'Israël revenue sur sa terre. Et là, maintenant, ils vont faire, c'est extraordinaire, le 15 janvier, la grande conférence sur Israël, sans Israël. Je crois qu'il n'y a jamais de l'histoire une chose pareille. Une conférence de tous les États, 70 nations. Ça sonne sympa, 70, hein, 70 nations.
qui se réunissent à Paris pour juger Israël. The terrorist conference will discuss future peace agreement in the Middle East. One thing we all know for sure, this is not the way to reach peace agreements. Israel has a proven record of reaching peace agreements throughout only one formula, direct negotiation. Trying to avoid that is creating a very harmful illusion to the Palestinian side. Nous, on sait qu'à la fin des temps, il y aura l'union de 70 nations pour venir contre Jérusalem. Parce que le point essentiel, non seulement de ce qu'ils disent, mais aussi au niveau mystique, du site arabe-connu négatif, c'est Jérusalem. Ici, on est Jérusalem Est, d'accord? Pour eux, colonie, illégale. Ils vont venir nous déloger d'ici. Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire le 15 janvier, mais ils vont mettre tout ce qui est possible, imaginable de mettre. Donc il y a tout un travail au niveau des institutions. Regardez ce que David Ameller, il y a 3000 ans, nous dit. Rosnim nosdu yachat. C'est dans les Mosdot que ça va se passer, dans les institutions internationales. Où on accuse Israël petit à petit d'être un monstre, et après ce sera beaucoup plus facile d'éliminer le monstre. Ça montre qu'on est très proche de la fin. Cette union des peuples, 70 peuples, ça s'appelle ça Gog ou Magog. D'accord, ils doivent venir sur Jérusalem. Alors, est-ce que c'est cela? Je ne sais pas. Des prémices, ça a l'air, mais on n'est pas devin. Gog ou Magog, Rabbeinu Hari a dévoilé, c'est en valeur numérique 70. 70 nations qui viennent contre nous. D'accord, dirigé par un certain monsieur Gog, roi du pays de Magog. On ne sait pas qui est ce monsieur et quel est ce pays, mais c'est le dirigeant d'une union des peuples. Ça fait des années et des années et des années que le monde essaye de nous juger. Ils n'ont pas trouvé autre chose pour s'attaquer à notre Dieu que de prétendre que le peuple juif n'arrête pas de commettre des injustices. On parle d'un texte qui est dans le Zohar, mes amis. D'accord? Ça n'a pas été écrit hier dans Ma'ariv ou Yediot Acharonot, ni dans le monde ou je ne sais où. Un texte du Zohar qui prévoit que la manière dont les nations vont commencer à nous attaquer sur le plan spirituel, une délégitimation d'Israël, vous pouvez l'attaquer en bas puisqu'il ne vaut plus rien en haut. Regardez comment ce peuple se comporte. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans les moindres détails. Qu'est-ce que ça change? Eh bien qu'il faut commencer à faire un peu pression. Parce que non seulement Gog ou Magog, d'après certains c'est terrible, d'autres disent que ça peut aller, que ça sera bien, on ne sait pas comment ça va être. Mais pression il y aura plus de façon. Ma chère qui vient, c'est la vérité qui se dévoile, il faut être le top niveau possible. Donc que chacun de nous se renforce beaucoup. À faire chouva, à se rapprocher de Dieu. De toute façon, on ne peut rien se rapprocher de Dieu. On ne peut pas dire que les choses sont simples dans le monde. On est au bord d'une crise financière très dure. 400 soldats de l'État islamique sont arrivés en Europe, comme ça dit une annonce d'un ministre anglais. Ce même ministre, ils ont dit, on sait qu'il prépare des attaques chimiques de masse. La guerre en Syrie, la situation en Corée, la situation en mer de Chine avec l'Amérique et la Chine, tout cela nous annonce un futur idyllique. C'est clair que lui maintenant est en train de mettre toute la machine en marche. Il demande une seule chose. Faites chouva, Bezrat Hashem, c'est bientôt fini.
histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Yonatan Abshitz, il a écrit Yarod Vash, aussi Ketou Pleti, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Ça, faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment? Lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Tu veux que je te montre? Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, des trompettes, des drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Abshitz. Bonne journée.